Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir Manger et je suis Bruno Parmentier. Dans cette nouvelle vidéo D7, la quatrième de ma série sur le poisson, on va prendre conscience que si l'on veut continuer à manger du poisson sur Terre, au lieu de le pêcher, il va falloir l'élever. Il faut remplacer la pêche dans les décennies à venir par l'aquaculture si l'on veut éviter les dégâts irrémédiables à la faune marine et même sa possible disparition. Alors d'un côté, on pourrait dire, un peu caricaturalement, que les pêcheurs ont pris 3000 ans de retard sur les éleveurs terrestres. Ça fait belle lurette que les éleveurs se sont dit « Oh là là, c'est fatigant de courir derrière le sanglier, si j'élevais des cochons !» Alors que les pêcheurs, eux, ont continué à dire « Mais non, ça me fait prendre l'air, j'aime bien courir derrière le poisson. » Sauf que 3000 ans ont passé. La course aux armements n'a cessé de se développer, au détriment des pauvres poissons, comme on l'a vu dans la deuxième vidéo. Pour prendre une comparaison, songeons un peu, par exemple, qu'on invite l'armée américaine à chasser le sanglier en forêt de Fontainebleau. Est-ce que vous croyez qu'il en resterait? Bien sûr que non. C'est à peu près la même chose qui se passe en mer. Il est donc clair que pour le poisson, comme pour le sanglier, mais aussi le canard, le poulet, etc., si on veut continuer à en manger, il faut l'élever. Alors, cette assertion n'est absolument pas évidente en France, parce que justement, il y a très peu d'entreprises de pisciculture. De façon un peu significative, nous n'élevons que des moules et des huîtres. Mais ce n'est absolument pas ce qui se passe dans le reste du monde. La production d'aquaculture au niveau mondial a été multipliée par 5 dans les 30 dernières années et a représenté en 2018 carrément 82 millions de tonnes. 82 millions de tonnes. On peut comparer ça, par exemple, à la viande de bœuf. On a mangé 72 millions de tonnes de viande de bœuf. On consomme depuis plusieurs années plus de tonnage de poissons d'élevage que de viande de bœuf sur Terre. Alors c'est vrai que ça surprend les Français. Mais bientôt, on va aussi manger plus de poissons d'élevage que de cochons. Le poisson élevé est plus consommé que le poisson pêché. Parce que le poisson pêché, on en pêche un peu plus, mais une partie, c'est justement pour élever le poisson élevé. Donc dorénavant sur Terre, on mange plus de poissons élevés que de poissons pêchés, et ça va s'accélérer considérablement. Et on a déjà dépassé le bœuf. C'est donc un phénomène absolument majeur qu'il convient de regarder en face. Alors pourquoi on ne s'en aperçoit pas en France? Parce que c'est pas chez nous. Où est-ce que ça se passe? Attendez, ça c'est clair. Ça se passe en Chine. La Chine représente à elle seule 60% de l'aquaculture mondiale. La Chine élève à elle seule 50 millions de tonnes de poissons d'élevage et la France 180 000. 180 000 contre 50 millions. Le seul pays européen qui fait un peu d'élevage, c'est la Norvège, avec ses saumons. Alors ça nous impressionne beaucoup. Nous produisons quand même 7 fois moins que la Norvège. Enfin, la Norvège ne représente que 1,7% de l'élevage de poissons mondial. C'est pas non plus en Norvège que ça se passe. Comment peut-on accepter durablement que la France, grand pays de pêche, qui jouit de 4170 km de côte, si on rajoute les dom-toms, c'est 20 000 km de côte, produisent 280 fois moins de poissons et crustacés que la Chine, et un exemple plus à notre taille, 20 fois moins que le Vietnam. Nous nous sommes totalement laissés distancer. Il est plus que temps de nous reprendre et d'accepter la fin progressive de la pêche et sa transformation en élevage de poissons. Il faut absolument mettre les bouchées doubles sur l'élevage, l'aquaculture. Alors, prenons un exemple. Nous avons un retard considérable sur les éoliennes. On commence à peine à implanter nos fermes d'éoliennes offshore. Tous les autres pays européens ont fait ça depuis très longtemps. Fin 2019, les Britanniques disposaient de 2225 éoliennes en mer, les Allemands de 1469, les Danois de 569 et la France
Une. Alors, on s'y met ou on s'y met pas? Mais puisqu'on arrive très en retard sur ce dossier, peut-être qu'on peut s'y mettre dans le monde d'après. Alors, les pêcheurs, par exemple, à mon humble avis, ont vraiment tort de manifester contre les éoliennes. Je pense qu'ils devraient manifester pour accélérer la construction d'éoliennes et obtenir, ce que les autres pays n'ont pas fait, que l'on installe autour de ces éoliennes, profitant à la fois de l'espace avec le rivage et de l'ancrage au fond de la mer, qu'on installe des fermes aquacoles. C'est vraiment une décision du XXIe siècle. Alors, si on se met avec retard à élever des poissons, autant le faire sans faire les erreurs des autres. Et là, il y a un nouveau problème. Les premiers éleveurs terrestres, ils avaient sagement domestiqué des races herbivores, des vaches, des chèvres, des moutons, etc. Enfin, ils ne se sont pas mis à élever des races carnivores. On n'a pas élevé les loups, les tigres et les guépards. En matière de poissons, on fait exactement l'inverse. La plupart de ceux que nous élevons sont justement carnivores. Le saumon, le bar, la dorade, la truite, le thon, etc. Ben, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent du poisson. Autrement dit, pour élever ces poissons, il faut préalablement pêcher du poisson. Parce que 30 à 50% de leur nourriture est faite de poissons. Et donc actuellement, on termine de vider les mers, par exemple le Pacifique Sud, où on prend les derniers anchois, les dernières sardines, les harengs, les chinchards, les merlans, etc. pour nourrir les poissons d'élevage, à l'aide de farine et d'huile de poisson. C'est la notion de pêche minotière, de poisson fourrage, tout est dans le terme qui est choisi. Est-ce bien raisonnable d'arrêter complètement toute la population des mers pour pouvoir élever des poissons? Le saumon de Norvège n'est absolument pas durable. Il dépend de la prise du dernier anchois en face du Pérou. Alors avant, ces poissons sous forme d'huile de poisson ou de farine de poisson, on les destinait au poulet. Alors maintenant, ça y est, on les destine au saumon. Pour produire 1 kilo de saumon, il faut 3 à 5 kilos de sardines ou d'anchois. Ça n'a rien de durable. Le Pérou, par exemple, a choisi de limiter ses prises à 5 millions de tonnes d'anchois. Ça représente quand même 15% des revenus du pays. On peut imaginer qu'ils auraient bien voulu en prendre plus, mais ils ont très fortement intérêt à long terme à limiter les quotas s'ils veulent continuer à trouver des anchois en face de leurs côtes. Alors bien entendu, on peut aussi donner à manger aux poissons les déchets des conserveries, les têtes, les queues, les peaux, les arêtes, etc. Bon, ça permet quand même d'ajouter 15% de farine supplémentaire. Alors, ceci dit, on est devenu prudent, instruit par la crise de la vache folle. On essaye de ne pas donner les déchets d'une espèce à une autre espèce. Vous vous souvenez qu'on avait transformé les vaches en carnivores et en plus en anthropophages. On utilise les rebuts des abattoirs de porc et de poulet ou le sang, en quelque sorte du boudin, pour les poissons. Et on utilise aussi quelques produits d'animaux terrestres pour les poissons. Par exemple, au Vietnam et au Cambodge, on trouve des élevages de porcs carrément installés au-dessus de la rivière. Le porc mange, fait du lisier, le lisier nourrit les poissons. Alors bien évidemment, on essaye d'augmenter les ratios de produits terrestres dans la ration des poissons. On rajoute du soja, du pois, du lupin, des févroles, etc. Enfin, ça c'est limite parce que au-delà d'un certain pourcentage, le poisson fait la grève de la faim. Et il se laisse mourir de faim plutôt que de continuer à manger des céréales et des légumes. Le poisson carnivore veut sa ration quotidienne de poissons à manger. Une autre idée, c'est de coupler l'élevage de poissons et l'élevage d'insectes. Pourquoi ne pas donner, par exemple, des farines de verre de farine ou de sauterelle et du poisson d'élevage? Compte tenu des menaces d'épuisement des ressources mondiales, c'est quand même plus raisonnable que de donner de la farine de poisson au poulet.
Mais le plus simple, c'est quand même de passer aux poissons herbivores. Les carpes, les tilapias, etc. Attends, ce sont d'ailleurs, de très loin, les espèces les plus élevées dans le monde. Bien plus que le saumon, la truite, le bar ou la dorade. Alors, ils ont des arêtes, ils sentent un peu la boue, la vase, etc. Mais enfin, faut savoir ce qu'on veut. Et surtout, ce sont des animaux à sang-froid. Ils ne perdent pas bêtement une partie de leur nourriture pour se chauffer. Et donc, leur taux de transformation de protéines végétales en protéines animales est très bonne. À peu près 2,5 pour 1. Faut à peu près 2,5 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de carpe. L'animal le meilleur sur Terre, c'est le poulet. Lui, il en est à 3,5, 4 minimum. Le cochon, 5 à 6 minimum. Autrement dit, du point de vue très écologique, ça vaut la peine de réserver nos sojas pour le transformer en protéines de poisson plutôt qu'en protéines de cochon. Alors, il y a un autre problème pour l'élevage de poissons qui est gigantesque, c'est le problème sanitaire. Ah oui, parce qu'on met des centaines de milliers, je dis bien des centaines de milliers, de petits poissons, tous ensemble dans un milieu aquatique, où évidemment, tout bouge. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut se rendre compte que un seul poisson peut pondre plusieurs millions d'œufs. Bon, donc d'un côté, c'est génial. D'un autre côté, si au lieu de laisser manger ses œufs et pourrir, etc., avec une mortalité extraordinaire, on les garde, on arrive à des concentrations qui font que, tiens, par exemple, les crevettes. Il y a de gigantesques élevages de crevettes tropicales dans les mangroves des pays tropicaux. Vous savez, ces végétations qui sont au bord de la mer et qui résistent au sel. Mais ils protègent aussi les côtes. Plus on détruit les mangroves pour faire des élevages de crevettes, plus la côte est sensible aux ouragans, aux grandes marées, etc. Et puis, comme il y a énormément de crevettes autour, antibiotiques contre les maladies. Ça provoque une accoutumance aux antibiotiques, très regrettable, aux hommes qui mangent les crevettes. Bon, c'est un peu la même chose avec les animaux terrestres, mais là, c'est encore beaucoup plus physique. Sans compter des effets allergènes, des produits conservateurs à base de sulfite, ou la concentration en mercure et autres métaux lourds. Parce que comme on l'a vu dans la vidéo précédente, sur les problèmes de pollution, le poisson concentre beaucoup et nous rend gentiment les poubelles qu'on met à la mer. Dans le poisson pêché, on ne peut pas trop contrôler. Dans le poisson d'élevage, on contrôle un peu plus parce que c'est dans des endroits bien déterminés où on fait attention. De la même manière qu'on fait attention avec les pesticides dans les champs qui sont au-dessus des captages de nappes phréatiques pour les villes, on fait attention à ce qu'on déverse dans la mer, dans les endroits où on élève du poisson. Enfin, c'est un véritable défi. Alors, un autre exemple typique des problèmes que rencontrent par exemple les Chiens ou les Norvégiens, le pou de mer. Il y a des poux sur terre, il y a aussi des poux sur mer. C'est un petit parasite de quelques millimètres qui se fixe sur la peau du saumon. Alors, quand il y a quelques saumons comme ça dans la mer, c'est pas un problème. Mais quand on met des milliers et des milliers de saumons ensemble dans des cages, le pou n'a pas beaucoup d'efforts pour sauter d'un poisson à l'autre. Et donc, c'est un énorme problème. Mais en plus, attendez, le problème du poisson élevé dans des cages dans la mer, c'est que la mer s'agite, il arrive que les filets se rompent. Et donc, non seulement le pou, il passe de l'un à l'autre dans les saumons d'élevage, mais comme il y a des saumons qui s'échappent, ils contaminent aussi les autres. Et donc, logiquement, dans les élevages de poissons, on balance aussi beaucoup de produits antiparasitaires, ce qui n'est pas génial ni pour la santé du consommateur, ni pour la santé écologique de la mer. Donc, c'est vrai que les problèmes sont très spécifiques, sont beaucoup plus importants en milieu aqueux qu'en milieu terrestre,
et a fortiori, plus important, en milieu marin. Du coup, la conclusion, c'est que chaque fois que c'est possible, il faut élever les poissons sur terre. Alors, par exemple, tiens, les crevettes tropicales. Ah ben, on peut les élever évidemment dans la mangrove. On ne peut pas les élever au large de la Bretagne. Hein. Crevette tropicale, elle a besoin d'une eau à 24 degrés. Qu'est-ce qui nous empêche de faire des bâtiments au bord de la mer? Des bâtiments à énergie positive, hein, éolienne, énergie solaire, géothermie, pour maintenir ces bâtiments bien isolés à 24 degrés. Puis à l'intérieur, ben, on met tout un tas de bassins. Évidemment, on multiplie les bassins. Comme ça, s'il y a un problème sanitaire dans l'un, on ne passe pas dans l'autre. Et puis on contrôle beaucoup mieux, et puis on peut les empiler. Pourquoi d'ailleurs ne pas faire à terme des tours d'élevage de poissons? On commence à faire des tours d'élevage d'insectes, parce que la lumière directe, c'est pas tellement important, il faut qu'elle arrive, mais c'est tout. Bon, il va pas trop se plaindre, le poisson ni la crevette. Et il se trouve que on se dispute beaucoup la terre et la mer en bord de mer. Donc c'est vrai que il y a des intérêts industriels, touristiques, de transport, etc. Donc, si on rajoute beaucoup d'élevage de poissons, autant le mettre sur des surfaces relativement limitées, et pourquoi pas plutôt verticales. Donc là, il faut sortir complètement de nos schémas de pensée, et peut-être que nos pêcheurs actuels vont devenir les gérants de fermes aquacoles extrêmement modernes, soit un peu loin en mer autour des éoliennes, soit même sur terre au bord de la mer. Tout arrive, tout arrivera au XXIe siècle si on veut survivre malgré le réchauffement climatique, malgré la raréfaction des ressources. Et le fait de transporter ça en Europe et en France permet aussi de diminuer une autre pollution qui est la pollution sociale. Parce que dans ces élevages de poissons tropicaux, dans cette pêche avec des pavillons interlopes, on va dire que les lois sociales ne sont pas la première priorité. Ben, au moins en France, si on fait de l'élevage de poissons, comme sur nos bateaux, on va respecter un minimum les lois sociales et peut-être aussi quelques lois écologiques. Finalement, c'est pas mal de produire notre propre poisson plutôt que de l'importer des mers du Sud, produit dans des conditions sociales et écologiques qui ne sont pas terribles. Alors, une des idées de base de l'écologie, c'est la biodiversité. Alors, c'est sûr que si on commence à faire de l'élevage monocolore, un peu comme on fait voilà, pour les animaux terrestres, il y a le petit, le moyen élevage, puis il y a l'élevage industriel avec des dizaines de milliers de bœufs. Bah, tout ça, c'est un désastre écologique. Bah, c'est à peu près la même chose. Si on fait que du saumon, ou que de la carpe, ou que du tilapia, on va avoir des problèmes. Il y a l'aquaponie, dans lequel on organise des échanges entre des bassins d'élevage de poissons, comme le tilapia, le silure, la perche, la truite, la carpe, l'ombre chevalier, et les plantes à côté. Donc, les plantes nourrissent le poisson nourrit les plantes, et l'eau va de l'un à l'autre. Et on peut produire, par hydroponie pour les plantes, des concombres, des échalotes, des oignons, des laitues, des cressons, des choux, du piment, du radis, des fraises. À Caen, des fermes mixtes, fraises, radis, tilapia, il y a quand même plus de chances que ce soit un peu d'équilibre, un peu de biodiversité, que si on fait qu'une seule chose, un seul légume ou un seul poisson. L'enjeu est de trouver le juste équilibre entre la population de poissons, la nourriture apportée, la population bactérienne et les végétations cultivées. Alors, on est au tout début de ces techniques, donc on a beaucoup à apprendre. Évidemment, pour le moment, on est nul, mais on n'est pas obligé d'être nul pendant des siècles. On va certainement y arriver. Ce sont des techniques extrêmement prometteuses. Il faut mixer absolument l'agriculture et l'élevage de poissons, comme on a mixé l'agriculture et l'élevage d'animaux. Mais cette multiplicité, ce sont aussi les espèces marines. Si on fait cohabiter des espèces qui se nourrissent les unes les autres, il y en a une qui se nourrit des déchets produits par les autres, ça c'est l'aquaculture multitropique intégrée.
On passe donc d'une logique de mono-élevage à une logique de polyélevage, plus proche de l'écosystème d'origine. Dans la mer, il y a toujours plein d'espèces. C'est un élevage complémentaire, moins intensif, moins polluant et certainement plus durable. On diminue les déchets organiques dans l'environnement et si en plus on cultive des algues à proximité et des coquillages filtreurs comme les moules et les huîtres, l'ensemble a tendance à s'équilibrer. Alors là aussi, on n'a pas du tout assez de connaissances, mais on n'est pas plus bête que les autres, les Français. Pourquoi on n'arriverait pas à trouver ce nouvel élevage intégré avec des algues, des plantes terrestres et du poisson et des animaux? L'avenir est dans la maîtrise de la biodiversité et non pas dans sa spécialisation. On a d'ailleurs un programme de recherche européen, IDREM, qui a déjà 7 sites pilotes pour des combinaisons innovantes, des pétonques, des algues, des saumons, des dorades, des moules et des huîtres pour tenter d'imaginer cette aquaculture durable et responsable. Alors, pour être exhaustif, n'oublions pas la culture des algues, soit en eau de mer, soit en eau douce, soit en direct, soit dans des installations contrôlées. C'est un pan gigantesque possible de développement au XXIe siècle. Alors cette activité, l'algoculture ou la phycoculture, peut concerner à la fois les microalgues et les macroalgues. En fait, il faut se rendre compte que ce sont des centaines de milliers d'espèces encore très largement méconnues. Mais elles permettent, et surtout elles vont permettre, au fur et à mesure qu'on va découvrir leurs propriétés et leurs techniques pour être cultivées, des aliments pour la consommation humaine et animale et pour des compléments alimentaires, mais aussi des produits vétérinaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des bioplastiques, des fertilisants et très probablement, ça risque d'être un des secteurs les plus importants de développement de sources d'énergie renouvelables, des biocarburants de 3e génération. Alors, il faut se rendre compte que certaines algues présentent un excellent apport nutritionnel. Alors, on est un peu simpliste, on a tendance à ranger les algues dans des petites cases par couleur. Alors, les algues brunes, elles ont 8 à 15% de protéines dans leur poids sec. Les algues vertes, 10 à 26%. Et les algues rouges, les meilleures, ah oui, alors là, c'est pas mal, 47%. 47% du poids sec en protéines. La plante qui est considérée comme la meilleure fournisseuse de protéines sur Terre, c'est le soja. Le soja, il n'en est qu'à 25%. Il y a certaines algues qui en sont à 47%. Pourquoi on ne les mange pas? Parce que là, on se heurte à un problème de culture culinaire. Les habitudes alimentaires ne se changent pas comme ça. Alors, il y a des pays qui mangent des algues. En Asie, les Japonais, les Coréens, les Chinois mangent des algues depuis des siècles, depuis des millénaires, et ils savent les cuisiner. Les Japonais mangent chacun 9 kilos d'algues fraîches par an. Les Japonais mangent autant d'algues fraîches que les Français de laitue. Il y a un véritable boulevard pour passer de la cueillette à l'élevage. En France, en revanche, je doute que très rapidement, on va passer de la salade de laitue à la salade d'algues. Alors, quelquefois dans un restaurant exotique. Enfin, en Asie, on mangera les algues directement parce qu'on aime ça. C'est intégré dans leur culture culinaire. En France, ce sera ponctuellement, sous forme de compléments alimentaires, en poudre, en gélule, ou d'additifs alimentaires dans les plats cuisinés. Prenons un exemple particulièrement remarquable. Là, c'est pas une macroalgue, c'est une micro-algue d'eau douce. La spiruline. Elle a été déclarée meilleur aliment pour l'humanité au XXIe siècle par l'Organisation mondiale pour la santé. Et aussi un aliment idéal et le plus complet pour demain par l'UNESCO. Alors la spiruline, c'est absolument extraordinaire. Elle est pauvre en calories et très riche en nutriments. Son trop de protéines à elle passe carrément à 60-70%. Vous vous souvenez, le soja était à 20%. La spiruline, c'est 60 à 70% de protéines.
Et en plus des protéines, c'est très rare, elle a de la vitamine B12. Or, la vitamine B12, c'est un des premiers problèmes qu'ont les végétariens, parce que pour le moment, la vitamine B12, c'est essentiellement dans la viande qu'on la trouve. Eh bien, ça tombe bien, on la trouve dans la viande et dans la spiruline. Mais c'est pas tout. Cet aliment miracle est vraiment miracle. Allez, il contient des caroténoïdes, du fer, du potassium, du calcium, du chrome, du cuivre, du magnésium, du manganèse, du phosphore, du sélénium, du sodium, du zinc, du fluor, de l'acide gamma-linoléique, des antioxydants quasiment tout. Enfin, c'est inouï de comprendre à quel point cette spiruline est riche. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas la manger en salade. Enfin, ça tombe bien, vous savez. Avec très très peu, on améliore sa santé. Avec 1 à 5 grammes par jour de poudre saupoudrée sur la salade ou de gélules, on comble énormément de problèmes de santé dans la population. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour devenir des grands producteurs de spiruline en France? On n'a pas tant d'alternatives comme ça, relativement faciles à produire et qui amènent autant d'éléments nutritifs. À l'heure où on manque cruellement de surface suffisante, de bonnes terres irrigables sur Terre pour se faire à manger, c'est quand même peut-être une bonne idée d'utiliser les lacs, les littoraux marins et les bords de mer avec des bâtiments pour produire de la nourriture de qualité, de la nourriture aquatique végétale de qualité qui peut représenter une alternative extrêmement précieuse. Alors peut-être pas pour nous si on n'a pas envie de manger d'algues, mais alors pour les animaux, oui, hein, les animaux ils ont moins moins droit à choisir dans la carte du restaurant. Et on s'aperçoit en plus que, tiens, les algues rouges, celles qui sont extrêmement chargées en protéines, quand on les donne aux vaches à manger, ça diminue considérablement leur production de méthane. On a vu dans un des chapitres précédents, l'agriculture cause du réchauffement climatique, que une vache réchauffe autant la planète qu'une voiture. Parce que la vache rote et pète du méthane. Eh bien, si on leur donne un peu d'algues rouges, elles arrêtent le méthane. C'est peut-être pas mal, non? Si on essayait. Mais au-delà de l'alimentation, il est plus que probable que les algues au XXIe siècle, ce sera un des substituts du pétrole. C'est le biocarburant de 3e génération. Déjà, ça permet de faire des matières plastiques biodégradables. Et là, c'est quand même intéressant parce que c'est pas seulement les algues qu'on cultive, mais c'est celles qui nous embêtent. Vous savez, malheureusement, voilà, l'agriculture intensive produit indirectement beaucoup d'algues. Eh ben, ces algues qu'on va récolter dans les Caraïbes ou au large des côtes bretonnes, qui sont quelque part en excès à cause de l'élevage intensif, si on en faisait des plastiques, ce serait quand même pas mal. Ce serait un juste retour des choses que, alors qu'on a inondé l'océan de notre plastique et que la vie marine est extrêmement menacée par tous ces sacs plastiques ou ces micro-déchets de plastique, comme on l'a vu au chapitre précédent, finalement, ce soit les algues elles-mêmes qui fournissent un remplaçant biodégradable au plastique. De zéro dans les années 50, on est arrivé à 30 millions de tonnes d'algues produites dans le monde en 2019. La culture des macroalgues a littéralement explosé dans le monde. Et plus encore que dans l'aquaculture, ça se passe en Asie. La Chine pèse à elle toute seule 54% de la production mondiale et l'Indonésie 27%. Le Japon, la Corée du Sud sont évidemment aussi concernés. L'Europe se fait remarquer par sa lenteur et son indécision. L'Europe tout entière assure moins de 1% de la production mondiale d'algues. Et ça se passe essentiellement en Norvège et en Irlande. Alors on commence à zéro. Autant essayer de faire les choses bien, mieux, directement. Parce qu'il y a un autre chiffre qui va en faire réfléchir plus d'un. Le marché mondial des algues a été estimé à 780 millions de dollars en 2020. C'est évidemment un marché qui est en forte croissance
au moins 6% par an, qu'en 2027, ce sera 1,2 milliard. Est-ce qu'il y aura quelques euros parmi ces 1,2 milliard qui viendront de start-up françaises? Est-ce qu'on va se mettre à élever du poisson? Est-ce qu'on va se mettre à cultiver des algues? Il est plus que temps que l'Europe et la France rattrapent leur retard sur ces deux domaines stratégiques. Je vous donne rendez-vous pour une 5e vidéo sur cette série sur le poisson, avec cette question, avec tous ces dangers et ces possibilités qu'amène le poisson. Aujourd'hui, qu'est-ce que pêcher durable et qu'est-ce que manger durable? C'est quand même bon de manger du poisson ou des crustacés. Comment s'assurer qu'on se fait plaisir avec un aliment bon pour la santé et durable? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.